Comment trouver des clients? C'est la question brûlante que se posent les entreprises les plus jeunes comme les entreprises les plus matures. Aujourd'hui, il va y avoir match entre d'un côté les pros de la prospection téléphonique, de l'emailing et du hack, les pros de la prospection dite outbound, et de l'autre côté, souvent marketeux, les pros de la prospection inbound. On va regarder quels sont les avantages des deux méthodes, quels canaux y sont associés, comment on peut leur donner avec du contexte beaucoup plus de puissance, et surtout je vais répondre à la question comment fusionner les deux méthodes pour obtenir des stratégies de croissance qui soient exponentielles et adaptées à la maturité de votre entreprise. Vous allez le voir, selon la maturité de votre entreprise, on ne combine pas ces deux stratégies de prospection de la même manière. J'ai passé du temps à réfléchir, j'ai créé des graphiques, des tableaux que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont vous permettre de décider en fonction de votre situation comment agencer ces deux grands courants de prospection pour obtenir le plus de résultats possible. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux dirigeants et aux managers commerciaux, mais si vous êtes commerciaux, il est possible que vous appreniez des choses très intéressantes dans cette vidéo, donc je vous conseille de rester. Si on simplifie à l'extrême, pour faire du chiffre d'affaires, il faut deux choses. Première chose, évidemment, il faut des rendez-vous. Il faut trouver des prospects, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir vendre, et ça j'en parle dans cette chaîne évidemment, et puis aussi sur ma newsletter d'ailleurs. Je vous mets le lien en description, vous pouvez aller vous inscrire et vous recevrez un email une fois par mois minimum dans lequel je vous donne des méthodes concrètes pour faire plus de chiffre d'affaires. Mais attention, avant de démarrer, je veux ici poser un avertissement. Tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo suppose deux choses. Il y a deux prérequis avant de regarder cette vidéo. Le premier prérequis, c'est que vous sachiez à qui vendre, qui est votre cible, et que vous en ayez une idée vraiment précise. La deuxième chose, c'est que cette cible soit un minimum intéressée par votre produit, qu'elle ait un désir ou un besoin qui soit lié à votre produit. Alors oui, ça peut vous paraître évident, mais les méthodes que je vais vous donner dans cette vidéo, la prospection en général d'ailleurs, elle ne pourra rien pour vous si vous essayez de vendre des réacteurs d'avion à 500 000 € au boulanger de quartier. Il y a un problème d'adéquation entre ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Et ça, la vente, la prospection, ce que vous voulez, ça ne pourra rien pour vous. C'est ce qu'on appelle dans le jargon habituel le product market fit, le couple produit-marché. Ce couple, il doit être cohérent, il doit bien aller ensemble. C'est un prérequis pour penser à vendre, pour penser à optimiser sa machine et ses processus commerciaux. Vous n'êtes pas encore certain de la cible auprès de laquelle vous voulez communiquer, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, c'est une perte de temps. Et je vous invite plutôt à passer du temps sur la recherche et la précision de cette cible. Donc pour vous aider à trouver des clients, vos deux armes secrètes, elles sont simples. Ce sera 1, les canaux, par quelle voie vous allez atteindre vos clients. Et 2, le contexte. Qu'est-ce qui justifie que vous allez discuter, que vous allez établir une communication avec vos clients. Comme d'habitude, pour illustrer mon propos, je vous ai préparé un tableau et des graphiques pour vous aider à trouver des nouveaux clients, pour vous aider à prospecter. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour vendre, il faut deux choses, enfin plus exactement, il vous faut trois choses. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est un nombre d'opportunités, il faut un taux de conversion, c'est-à-dire sur le nombre d'opportunités que vous avez, combien vous allez en gagner, fois un panier moyen. Quand vous avez ces trois choses, vous avez votre chiffre d'affaires. Et en optimisant isolément chacune de ces variables, l'impact que vous réussirez à avoir, il sera proportionnel à l'impact qu'il y aura du coup sur le chiffre d'affaires. C'est hyper simple. Si on regarde, le nombre d'opportunités, c'est prospecter, c'est la définition de la prospection, créer des opportunités pour son entreprise, et vendre, c'est réussir à convertir et à bon prix. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la phase de gauche, c'est-à-dire prospecter et trouver de nouveaux clients. L'outbound et l'inbound, c'est les deux grandes catégories de prospection. Outbound, c'est quand le message part de nous et va au client, c'est quand on demande un rendez-vous finalement au client, et l'inbound, c'est quand le client nous demande un rendez-vous, c'est quand lui vient à nous. Il y aura des termes en anglais, je vous les traduirai en français quand ce sera possible. Je m'appelle Claude. Je te floupe. Mais quand le terme anglais est le plus approprié parce qu'on n'a pas de traduction exacte en français, je ne me gênerai pas pour utiliser le terme anglais. Oh mon Dieu! Oh, des fouf. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez fermer la fenêtre, il n'y a pas de problème. Donc regardons les canaux. Le téléphone, c'est de l'outbound. L'avantage, c'est sa vélocité, c'est très fort. Si je décroche mon téléphone, que j'ai la bonne personne, je peux avoir un rendez-vous en un coup de fil, instantanément. C'est très rapide. L'inconvénient, c'est que c'est peu scalable. Il faut toujours qu'il y ait un humain avec son combiné qui décroche son téléphone pour passer les appels. Donc plus vous voulez faire d'appels, plus il vous faut de personnes pour les travailler. Et donc c'est ce qu'on appelle peu scalable, c'est difficile à industrialiser. J'augmente les ressources proportionnellement au volume, au résultat. C'est quelque chose de très peu scalable, de très peu industrialisable. Quand je n'ai pas besoin d'augmenter proportionnellement les ressources par rapport au résultat, c'est quelque chose alors qui est très industrialisable, très scalable, c'est ça la définition. Alors l'email très connu, les emails de prospection, donc là c'est de l'outbound, c'est de nous vers le client. La vélocité ici est moyenne, pourquoi? Parce que souvent il y a besoin de plusieurs emails pour toucher le prospect, il y a une courbe d'apprentissage aussi qui fait qu'on n'a pas tout de suite du résultat. Cette vélocité, c'est l'image du résultat. L'avantage ici c'est que c'est très peu coûteux, c'est l'un des meilleurs ROI, on parle d'un x40 sur l'emailing et c'est assez facile à automatiser.
automatisé. Ça veut dire que c'est un petit peu plus scalable, 3 sur 5, que le téléphone par exemple. Et puis l'email, vous avez le contrôle, hein. C'est un canal sur lequel vous avez 100% le contrôle, ça part de votre boîte mail et vous pouvez récupérer des adresses assez facilement. Il y a plein de tutoriels sur ça et j'en ai fait une vidéo que vous pourrez aller consulter. LinkedIn Email, alors c'est le sujet à la mode. Là aussi c'est de l'outbound avec une vélocité moyenne, c'est très proche de ce qu'est l'email, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est peu coûteux et c'est assez facile à automatiser avec des outils comme Phantom Buster. Alors j'ai mis le webinaire dans un des canaux, c'est pas quelque chose que je conseille le plus. C'est efficace, mais la question que je me pose et qu'il faudrait tester, c'est à quel point c'est plus efficace que de faire une vidéo et d'inviter des gens à la regarder, à commenter ou à poser les questions via un lien. Ce côté interactif live apporte de la valeur, hein, évidemment, mais je me demande à quel point ça apporte plus de valeur versus la difficulté que c'est de gérer un événement en live, plus tous les petits couacs qui peuvent arriver versus un événement qu'on aurait fait et qu'on aurait pu monter de toutes pièces, qui je pense est plus qualitatif pour l'audience. Vous allez me dire, le webinaire, on peut le recycler et le mettre aussi sous forme de vidéo. Oui, mais vous n'aurez pas la qualité et la maîtrise que vous pouvez avoir quand vous faites des choses qui ne sont pas en live finalement. Donc j'en parle pas trop, puis pour tout vous avouer, c'est pas le canal que je connais le mieux, donc je vais pas vous dire de bêtises. En inbound, il y a aussi le salon. Je considère que ce sont les prospects qui viennent sur votre stand, donc le salon pour moi est un canal. La vélocité elle est forte, pourquoi? Parce que à partir du moment où il y a quelqu'un qui arrive sur votre stand et qu'il est intéressé, on peut démarrer quasiment une recherche de solution, une évaluation de votre solution et du coup une relation commerciale. Maintenant le blogging en inbound, alors ça c'est un canal intéressant. La vélocité c'est faible. Entre le moment où vous commencez à rédiger des articles de blog et le moment où vous avez les premiers résultats et les premiers leads entrants, puisque c'est de l'inbound, il peut se passer beaucoup de temps. C'est son gros point faible. Par contre l'avantage c'est qu'il y a un potentiel de génération moyen terme qui peut être très fort. Et je vais mettre pause quelques minutes pour que vous puissiez lire le tableau, je vais pas me répéter ici. Et ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est les différents canaux d'acquisition. Et puis si on résume finalement, en outbound, l'avantage c'est qu'on va avoir une vélocité qui est plutôt forte, on peut avoir des résultats très vite avec l'outbound, mais l'inconvénient c'est que c'est compliqué à industrialiser sur la durée, c'est des choses qui vont prendre toujours le même niveau d'énergie à résultat égal, ou alors si on veut plus de résultats, on va mettre plus d'énergie, alors que l'inbound c'est quelque chose de long à lancer, pour lequel il faut beaucoup d'énergie au début avec peu de résultats, mais avec le temps, en mettant un niveau égal d'énergie, on a de plus en plus de résultats, c'est l'avantage de l'inbound. Et puis l'un des autres avantages, c'est que souvent quand les clients viennent à vous, il y a une base de confiance qui est établie et c'est plus facile de vendre par la suite. Dans le bas du tableau, vous voyez 3 lignes, les dernières lignes qui sont en fait des exemples de contexte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un canal et un contexte pour bien faire de la prospection. Sur la partie du contexte, je vous ai mis 3 exemples. Le premier, c'est LinkedIn Event Scrapper, qui consiste en fait à aller voir sur LinkedIn des événements qui concernent, qui ciblent votre cible à vous, voir qui y participe et aller aborder la discussion avec ces gens-là en leur disant « Ah, j'ai vu sur LinkedIn que vous participiez à tel événement, j'imagine que ça permet un début de conversation justifié et ça augmentera sans doute vos taux de réponse. » Donc là, on a un mix canal, contexte. On va prendre le canal par exemple email ou LinkedIn email, contexte. Vous participez à tel événement. Vous avez un ciblage qui est très fort pour des gens qui se posent la question voilà, sur les sujets qui seront évoqués par l'événement. Donc ça rend votre message plus pertinent. Deuxième, qui est applicable pour tout le monde, c'est la force du deuxième, c'est que vous allez chercher, vous allez dresser la liste de tous vos clients et chercher pour chacun qui sont leurs concurrents majeurs. Ça va vous permettre d'aller voir ces concurrents, de leur écrire, pareil, email, téléphone, email, comme vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir leur dire, j'ai remarqué que vous étiez sur le même marché que client ABC avec lequel je suis en train de travailler. Si vous voulez découvrir comment on l'a aidé à obtenir tel résultat, je vous propose qu'on se parle. Hein, ça vous fait une entrée en matière assez forte, ça va attirer la curiosité et vous risquez d'obtenir des rendez-vous grâce à cette méthode. C'est accessible à tout le monde. À partir du moment où vous avez au moins un client, vous pouvez utiliser ce contexte de prospection. Troisième contexte s'appelle le turnover est une chance. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que vos utilisateurs qui étaient dans l'entreprise A, eh ben, ils changent de boulot de temps en temps, ils passent entreprise B, C, D. Détectez quand vos utilisateurs changent d'entreprise et profitez-en pour les contacter, eh bien, et leur demander si l'entreprise dans laquelle ils sont n'aurait pas intérêt à utiliser cet outil avec lequel ils sont maintenant familiers. Là aussi, il y a du contexte. Vous avez déjà un ambassadeur en interne chez un non-client, chez un prospect, et ça peut vous aider grandement à prospecter. Là, je vous ai donné 3 contextes, mais en réalité, il y en a 10, 20, 30, il y en a des dizaines et des dizaines possibles, pourvu qu'ils soient intelligents, différenciants et qu'ils soient rendus pertinents pour le prospect, qu'on a franchement marre de se faire démarcher de toutes les manières possibles et les plus désagréables possibles. Et donc, pour vous aider, j'ai créé une liste de tous ces contextes de prospection qui peuvent vous aider à éviter le traditionnel mail, êtes-vous intéressé par blablabla et toutes les banalités qui vont avec et qui ne fonctionnent plus. Souvent, quand on parle inbound ou outbound, on a l'impression que ce sont des écoles qui s'opposent. Comme s'il y avait des entreprises d'un côté qui trouvaient des clients uniquement grâce à l'inbound et d'autres qui en trouvaient uniquement grâce à l'outbound. Ce n'est pas cette vision. Je pense que les deux sont associés, mais il faut être très malin parce qu'on n'a pas des ressources illimitées. On sait que chacun peut en consommer de manière très forte et si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, ça peut être
être une descente aux enfers parce qu'on a l'impression que la stratégie ne fonctionne pas. Pour moi, l'association des canaux de prospection inbound et outbound, si on sait bien les utiliser, elle peut être explosive et donner des résultats exponentiels et je vais vous le prouver tout de suite. Le secret, c'est de bien mixer au bon moment ces deux stratégies inbound ou outbound. Donc pour vous expliquer ce phénomène, j'ai créé un graphique qui représente le nombre de rendez-vous générés à ISO effort avec les mêmes efforts. Par exemple, vous investissez 10 heures par semaine dans l'inbound et 10 heures par semaine dans l'outbound. Vous pouvez parler en ETP, en salarié, peu importe. On va voir le nombre de rendez-vous générés par rapport au temps. Si vous faites de l'outbound, c'est-à-dire que vous allez chercher une méthode de prospection par rapport de l'email, sachant que, soit dit en passant, pour moi ce qui marche mieux, le mieux en outbound, c'est le multicanal. On va faire de l'email, du call calling, de l'email, on va utiliser un peu tous les canaux dans une séquence bien arrangé dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo. L'assemblage de ces canaux outbound entre eux va donner les meilleurs résultats. En fait, ce qu'on se voit, c'est qu'au début, quand on se lance dans ces canaux, il y a une petite courbe d'apprentissage. Donc au début, à ISO effort, on va obtenir des résultats assez médiocres. On se cherche un peu quel message on écrit, qu'est-ce qui fonctionne ou pas avec le prospect. Les résultats montent jusqu'au bout de 1 ou 2 ans où on atteint une forme de palier, ce sera notre point A. Palier au bout duquel on arrive à stabiliser ces résultats. Et du coup, on obtient à un niveau d'effort égal, nos 10 heures par semaine, le même nombre de rendez-vous. Ça, c'est la capacité de l'outbound. On va avoir des résultats tout de suite, dès le début. Mais au bout d'un moment, on va atteindre un plateau et à ISO effort, on va avoir nos résultats qui se lissent. L'inbound, lui, il va mettre beaucoup de temps avec nos 10 heures d'effort. On n'a pas de résultat ici, on le voit, hein, c'est long, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Et au bout d'un moment, petit à petit, ça va décoller et ça va accélérer. On met toujours 10 heures d'effort ici, toujours 10 heures par semaine ici, ça décolle. On a des résultats qui vont devenir exponentiels. Donc déjà ici, la première chose qu'on voit évidemment, c'est que si quelqu'un vous dit fais de l'inbound, ça marche hyper bien, vous êtes là, au bout d'1 an, 2 ans, vous n'avez pas de rendez-vous, vous commencez à perdre espoir, vous demandez si ça marche ou pas, c'est normal en inbound, au bout d'1 ou 2 ans, de ne pas avoir de résultats. Alors on commence à en avoir au bout d'1 an, mais avant ça, c'est une partie de poker, quoi. Il faut se dire qu'avant 1 an, l'inbound, faut pas y penser, quoi. Le temps que vos articles de blog soient référencés, que vous compreniez sur quel sujet il faut écrire, que vous mettiez à faire des vidéos, etc., ça va prendre du temps, comptez minimum 1 an avant d'avoir des résultats un peu intéressants. Qu'est-ce qui se passe ici? Je place sur ma graphique mon point B. Mon point B, c'est le moment où, à ISO effort, au même temps de travail, au même nombre de salariés, par exemple, sur le sujet, on obtient les mêmes résultats en inbound qu'en outbound. Ça, j'imagine que selon votre courbe d'apprentissage, c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant, votre marché, vous y arrivez au bout de 2 à 5 ans d'expérience. La plupart des SaaS qui se lancent, la vérité, c'est que c'est bien après 2 ans qu'ils arrivent à obtenir les mêmes résultats en inbound qu'en outbound. Quand je parle d'inbound, c'est du non payant. Si vous faites de la pub comme des cochons en mettant tous les budgets de vos fonds d'investissement dans de la pub à droite à gauche, évidemment que vous allez avoir des résultats plus rapidement, mais ça pour moi, c'est pas de l'inbound. En tout cas, pas de l'inbound organique. Moi aujourd'hui, je parle uniquement d'organique, c'est-à-dire de choses qu'on ne paye pas, du référencement naturel. On cumule maintenant ces deux courbes. En fait, la courbe rouge qu'on voit ici, c'est l'accumulation de la courbe cyan et de la courbe jaune. Donc ce qu'on voit ici, notre courbe rouge, qui est notre représentation de la prospection, c'est si vous mettez 10 heures par semaine, depuis le début, vous auriez mis 10 heures par semaine en inbound, plus 10 heures par semaine en outbound, ça vous aurait donné ce type de résultat. Et qu'est-ce qu'on constate évidemment avec cette courbe rouge? C'est que plus on avance dans le temps, plus la part d'inbound dans vos résultats totaux est grande. Mais ça, je répète, c'est à ISO ressources. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Dans la réalité, quand le temps passe, vous changez l'allocation de vos ressources. Vous allez peut-être prendre un commercial en plus ici qui va venir doubler la courbe. Alors, c'est pas exactement doubler, on va perdre un peu en efficacité, mais pour simplifier, disons que ça vient doubler. Donc, on va remettre un plateau instantané ici. Vous allez réinvestir dans le marketing qui va redresser la courbe. Et comme ça, en fait, vous allez changer le cours des choses. Mais dans un monde parfait à ISO équipe, c'est ça que ça devrait à peu près donner. Ici se passe une chose, c'est mon point C. Mon point C, qu'est-ce qu'il dit? C'est le moment où, parce que j'ai continué à faire de l'outbound et je ne me suis pas tout misé sur l'inbound, et ben j'obtiens les mêmes résultats que si j'avais tout misé sur l'inbound. Donc on voit qu'on peut gagner des années si on continue les efforts d'outbound, même quand on sent que l'inbound accélère. C'est hyper important. Moi, ma recommandation, c'est que quand on a craqué le code de l'outbound, si la personne qui s'en occupe est rentable, on peut rapidement en rajouter une si derrière vos capacités de production permettent de livrer aux clients supplémentaires qui arrivent dans la boucle. Mais c'est quand même le but, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous construisez des logiciels, du SaaS, qui a quand même la vertu d'avoir une industrialisation, une scalabilité qui est extrêmement forte, donc profitez-en. Et quand vous avez craqué le code, mais uniquement quand vous l'avez craqué, ajoutez des SDR à la boucle qui va vous permettre en fait d'industrialiser le bon effort de vente. Faisons les choses dans l'ordre. 1, on trouve le process qui marche bien, donc c'est-à-dire on arrive à peu près ici à notre point A, et 2 seulement, on industrialise, ce qui permet à chaque personne supplémentaire d'augmenter la valeur instantanément. Donc si vous faites de l'inbound depuis 6 mois, mon bon conseil, c'est persévérer, que vous fassiez des posts LinkedIn, des vidéos sur YouTube, du blog pour du référencement naturel. Persévérer.
Oui, ça fonctionne. Il faut du temps, il faut de la stratégie, il faut y mettre de l'énergie. Mais vous allez voir qu'à la longue, eh bien, cette courbe-là, elle va avoir du mal à se relever. Mais quand ça va partir, vous allez le sentir. Et normalement, les résultats devraient s'accumuler. Si on devait résumer, donc, imaginons que vous aviez une seule personne pour générer des rendez-vous dans votre entreprise. Pour faire ce travail de prospection, ce travail pour trouver des rendez-vous, pour trouver des clients. Ce que je vous conseille est illustré par la courbe ici. C'est qu'au début, on va mettre 100% de son allocation de ressources sur l'outbound, puisqu'on a vu que sa capacité et sa force à l'outbound, c'était la vélocité. Tout de suite, on va avoir des rendez-vous par de l'emailing, par du call calling, par de l'email sur LinkedIn par exemple. Les trois en même temps, idéalement, via de la prospection multicanal que beaucoup de logiciels permettent de faire et d'automatiser aujourd'hui. J'en donne un, il s'appelle Lemlist, il y en a un autre qui s'appelle Salesloft. Donc faire de l'outbound dès le départ, ça va vous permettre d'avoir du résultat tout de suite et d'avoir vos premiers rendez-vous. Ça va mettre un peu de l'essence, ça va amorcer la machine. Quand le temps va passer, vous allez continuer de faire un peu de l'outbound et vous allez commencer à investir tout doucement dans l'inbound en sachant pertinemment que ce n'est pas là-dessus que vous allez avoir vos premiers rendez-vous très rapidement. Ça va juste compenser le travail et tout doucement, quand l'inbound va commencer à porter ses fruits, vous allez faire baisser les efforts sur l'outbound, ce qui va permettre de laisser un peu plus de place à l'inbound. Ça, c'est si on est à ISO ressources. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une personne qui va faire de l'outbound, qui va obtenir très rapidement les premiers rendez-vous, qui va trouver les premiers clients très rapidement. Ça va mettre un peu d'argent dans votre société, ça va venir injecter du cash qui va vous permettre d'investir dans quelqu'un qui va faire de l'outbound et qui, pas tout de suite, ne soyez pas impatient, vous donnera, si toutefois c'est bien fait, du résultat à plus long terme et qui permettra de créer une dynamique positive qui, à ISO résultat, produira de plus en plus de rendez-vous pour vous. Mais le départ, il faut se concentrer sur l'outbound. Si moi, je devais recommencer à zéro, meet your market, demain, je ferai que de l'outbound pendant 6 mois, 1 an, je ferai que ça. Et au bout d'un an, je ferai un peu moins d'outbound et j'investirai petit à petit dans l'inbound pour me construire cette vélocité, pour que l'effet boule de neige puisse démarrer et que petit à petit, j'ai mes premiers rendez-vous en inbound qui arrivent pour venir remplacer l'outbound. Entre-temps, vous recrutez des gens spécialisés outbound, inbound, vous faites le mix qui vous plaît bien. Mais moi, je veux que vous soyez au clair et le plus au fait possible des attentes rationnelles, des attentes réalistes que vous pouvez avoir quant à ces deux grands types de canaux d'acquisition, inbound et outbound, c'est hyper important. Pour jouer sur ces deux fronts, vous avez un arsenal complet à la fois de canaux, inbound ou outbound, des téléphones, de l'email, du blog, des vidéos, des webinars, et de contexte, c'est-à-dire des accroches qui vont justifier le fait que vous alliez parler à votre client. Je vous en ai donné 3, vous allez pouvoir en inventer pour vous et vous allez pouvoir encore en consulter dans les différents contenus que je vous propose. Et ce qui est encore plus beau, c'est que les canaux qui existent peuvent s'alimenter entre eux. Quand vous faites de l'outbound par exemple, vous n'allez peut-être pas avoir de rendez-vous, mais vous allez pouvoir rediriger vers un contenu, vers votre blog, vers votre chaîne YouTube, ce qui va alimenter tout un cycle et qui, pour les prospects qui ne sont pas intéressés maintenant, on parlait des problèmes de timing tout à l'heure, auront l'opportunité plus tard, en étant ressollicités eux-mêmes, d'activer la carte rendez-vous et qui deviendront en fait de l'inbound. Un très bon exemple de comment l'outbound peut devenir de l'inbound. Au début de cette vidéo, je vous avais promis un match. Alors qui est le gagnant? La réponse dépend de votre stade de maturité. Il faut intégrer les deux à quasiment tous les stades de maturité. C'est très important. J'espère que cette vision vous a aidé à faire vos prochains choix qui vont impacter votre croissance. Si vous voulez aller plus loin et essayer de comprendre comment vous pouvez faire pour trouver de nouveaux rendez-vous, vous pouvez me contacter. Je vous mets tous les liens dans la description. D'ici à ce qu'on parle, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ou dans la newsletter. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes ventes, qu'elles soient en inbound ou en outbound, et je vous dis à bientôt.